Salut les gars. Ouais, gros. Ouais, En gros. vrai, salut les gars, c'est quasi la première phrase qu'on a eu le temps de se lâcher. William, on est Bien arrivé, il sûr. a lancé direct. Ouais, on est comme ça ici. On perd pas de temps. Tu m'as dit que t'avais un call juste après. Nous aussi, on a un call juste Ouais, après d'ailleurs. On a signé un nouveau client. Il est trop intéressant. C'est un mec qui est dans le foot. Donc, ça va être trop cool de bosser avec lui. Il forme des jeunes dans le foot. Donc, trop hâte de voir ce que ça va donner. ouais, très intéressant comme niche. Yes. Bah, assez inhabituel par rapport à la plupart des gars qui ont des formations sur du make money. Donc là, ça va être super intéressant d'un point de vue marketing, les angles à trouver, tout ça. Donc, hâte, hâte d'emmener le client vers de nouveaux sommets. Ça, ça va faire un nouveau cas client sur YouTube. Ouais, bien sûr. Laissez-nous 3 mois. C'est exactement ça. Yes. Moi, Thomas, ça dit quoi cette semaine? Je suis un peu chargé pour plein de raisons. C'est le rush de fin d'année. Dans le monde des agences, la fin d'année, elle rime surtout avec la préparation de l'année prochaine. Elle rime pas avec une période de down comme tu peux connaître par exemple dans l'e-commerce ou fin Q4, bon bah ça roule, tu vois, tout est en train de rouler, puis on est dans le rush et c'est tout. Non, là c'est beaucoup de travail d'urgence, on va dire, et de prépa à la fois. Donc c'est cool, ça se passe très bien. Toute la Comment clientèle une se agence porte bien. se Ouais. prépare pour 2025? Oh là, il y a plein de choses à faire. Ça dépend de ton niveau de croissance, mais si on devait résumer dans son ensemble, quand il arrive, il faudrait quand même que chacun il arrive à mettre des objectifs clairs sur ce qu'il a envie de faire. Aussi bien professionnellement que personnellement, parce qu'encore une fois de plus, vous vous rappelez, mais un business au service de votre vie et pas l'inverse. Donc, toujours remettre un petit peu ce sujet-là. Pour ça, ben, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on veut pas faire, les évolutions. Enfin, ça évolue les envies au fur et à mesure du temps. Souvent, les gens pensent que à l'attrait financier, ils oublient aussi le côté. En fait, pour aller plus loin dans ma boîte, potentiellement, il y a des trucs que je devrais déléguer, sur lesquels je pourrais avancer. Souvent parce qu'ils se pensent être les meilleurs sur leur thématique, ce qui est assez faux dans 95% des cas. Parce qu'une fois que tu as bien fait le travail, tu te rends bien compte que quand quelqu'un fait le boulot à ta place et que toi tu fais 1000 choses à la fois, bah, il est forcément meilleur que toi au bout d'un certain temps. Il y a un petit laps de temps de monter en compétence, mais ils finissent toujours meilleur que toi si t'es pas mauvais en recrutement. Et donc, bah, déjà se Hmm. poser ces questions-là, et ensuite se dire, ok, bah, une bonne année pour moi, ça représente quoi? Pour moi, de toute façon, c'est simple, dans le monde des agences, tant qu'elles font pas encore un bon petit 5M de CA, ah, si vous avez envie de faire de l'hypercroissance, vous visez du X2, X3 minimum par an. Au-dessus, ça peut vite créer du dégât, donc une mauvaise scalabilité, parce qu'après, en fait, il va y avoir un down qui va être obligé d'assumer. On accumule trop de dettes, c'est le concept de scale less debt. Quand tu scales avec trop d'intensité, bah, tu crées trop de chaos, et ce chaos, faudra bien le nettoyer au bout d'un moment, tout le bordel. Et il sera un petit peu trop long, donc faites un fois, deux fois, trois, c'est très bien. Sachant qu'une boîte, si tu regardes bien, elle fait un bet de lancement sympa. Première année, on va dire, allez, on est gentil, elle fait 6 chiffres, elle fait juste 100K. Deuxième année, elle va faire 300. Troisième année, elle va faire 900, donc elle arrive à le million. Et c'est là où ça devient intéressant de comprendre que de toute façon, les plans de revente, ils se font sur horizon 5 ans. Donc quand tu as un modèle tel que celui-ci, sous 5 ans, tu peux arriver sur un modèle bien structuré avec un bon EBITDA qui se vend très très bien. Donc Et c'est la un petit peu ce plupart que de je tes recommanderais. clients, Donc vous définissez vos OKR, vous voyez ce que vous voulez déléguer. Ouais. ok, et la plupart de tes clients, ils ont pour objectif de revendre derrière leur business? Non. Mais après, c'est le monde des agences. En fait, c'est pas qu'ils l'ont pour objectif, ils l'ont pas encore conscientisé. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on aime tous le service. Et en plus, nous trois autour de cette table, on aime particulièrement le service. C'est notre métier. Quand ça fera 5 à 10 ans, vous allez apprécier un peu moins faire le service en question. Parce Hmm. qu'il n'y aura pas d'innovation de rupture. Il n'y a que de l'innovation incrémentale dans le monde du service. Des innovations de rupture, c'est pas pour ce milieu-là. Et on a beau se réinventer, etc. In fine, bon, bah, en vieillissant et en prenant de l'âge, t'as peut-être d'autres envies, d'autres projets. Et moi, je pars d'un seul principe, c'est que quand tout va bien, faut apprendre à lâcher le bébé au bon moment, quoi. Si tu gardes ton enfant jusqu'à 18 ans enfermé à la maison, il saura toujours pas prendre le bus et ce sera un clampin, quoi. Et à un Ouais, moment T'as c'est donné, des bah, faut vrai. bien exemples le laisser y aller. en termes d'agence avec des clients ou des personnes que tu as dans ton entourage, d'exit réussis? Parce que justement, il y a ce côté timing où ils ont réussi à vendre au bon moment. Parce Ouais, qu'il y a aussi ce truc-là de se dire, est-ce que si je le gardais un an de plus, je pourrais pas avoir une meilleure valo et donc du coup faire un meilleur exit? Et il y a forcément, tu sais, ce moment où, bah, en fait, c'est le meilleur moment pour vendre, c'était l'année c'est, dernière, parce que t'es en déclin, mais tu c'est vois. là, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Parce qu'en fait, le meilleur moment, il n'existe pas. Le meilleur moment, c'est celui qui compte tes ambitions personnelles.
C'est pour ça qu'il faut le faire au début. Tu te donnes ta target. Tu pourras toujours faire plus. Le problème, il est pas là. Le monde du service, c'est un effet domino. C'est-à-dire que c'est le premier truc impacté quand la macroéconomie va pas très bien. Mm. Pour plein de raisons évidentes. Quand il y a une guerre, ça fait mal au cul à tout le monde, donc il y a moins d'achats. Quand il y a un Covid, ben, il n'y a plus de service parce que tout le monde s'en tape. Bref, il y a plein de raisons qui font que faut arrêter de penser que ça peut être mieux. Faut pas oublier que ça peut être pire. J'aime beaucoup ta Comme phrase les là. cryptos. On commence bien aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en Ouais, pleine ouais, forme. J'étais t'es malade là inspiré là. pendant 3 jours. Ça t'a Je vais guéri, mieux. ça t'a soigné. Ça Ouais. t'a soigné le début du Bah, c'est... podcast là. Enfin, tu nous as soigné là. Non, là... Tu sais qu'est-ce qui m'a Après, soigné, William? Quand même, on n'a pas fait de blague. On est rentré trop sérieux là. Il a Grave. remis une chemise, Baptiste. Et Mais ça, oui, ça me mais c'est chauffe. la chemise. C'est la chemise, mec. les C'est la gars, les gars, chemise. si je mets pas de chemise, il fait trop chaud, hein, en fait. Il faut que j'ai la possibilité de l'ouvrir à tout moment, tu vois. On a compris. Non, Non, en tout cas, voilà. bon, En vrai, il y a j'ai, des agences qui se font racheter tout le temps, si vous voulez, parce que je réponds juste à la question, comme ça donne de la vas-y. matière. C'est un milieu où il y a beaucoup de reventes. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes reventes, parce que la majorité des agences qui se vendent, bah en fait, c'est des vendeurs. Sauf que les meilleures reventes, c'est quand les gens veulent t'acheter. Hmm. Et après, est-ce C'est qu'il n'y a là pas où un t'as de la problème valo. aussi avec, tu sais, certaines agences où, au final, quand tu rachètes, enfin, ça va dépendre des agences, mais des agences qui sont très articulées autour d'un personal brand, comme beaucoup sont en train de le faire parce que ça marche, ce qui est compliqué, c'est que derrière, bah, enfin, tu vas avoir un portfolio client, mais est-ce que tu réussiras à attirer de nouveaux clients aussi si la personne forte qui était l'image de la marque crée un autre produit, crée un autre projet et redirige ce trafic potentiel? Toutes ces problématiques-là aussi qui Allez, existent. instant ads. Venez voir Stratco. Euh, En gros, pour simplifier, non. Tu dois décorréler. Le personal branding, c'est une très bonne chose. Tu auras un malus quand t'en as. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un malus de 25% sur 10 millions, c'est mieux que de ne pas avoir de malus sur 1 million. T'as toujours plus au final. Hmm. Encore une fois de plus, les chiffres, ça s'interprète de la bonne manière. Si le personal branding te fait un plus 300%, t'en bats les reins de prendre 25% de moins. Certes, on Est-ce est C'est que assez tu d'accord. penses, mathématique. tu sais à combien Sam Ovens il a revendu consulting.com? Putain, j'en ai parlé avec une agence que j'accompagne là il y a pas longtemps, j'ai oublié le montant. Parce Mais que c'est un par gros exemple, montant. Alex Baker, il a revendu 100 M, Ouais, 110, je crois, Aeros. Et pourtant, exactement. c'était vraiment corrélé avec sa personal brand, mais ça fait pas. Après, c'est un SaaS, donc c'est sa C'est un personal sas. brand qui a poussé le SaaS, donc c'est différent. Mais Sam Owens, c'était vraiment une boîte de formation. Et là, c'est Bah, plus délicat. tu peux même prendre l'agence de com qui avait Hormozy. Il l'a vendu bien cher quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, si vous voulez, il y a des reventes tout le temps. Publicis, ça rachète tout le monde. Bon, je parle de là d'où je viens, donc ça aide. Mais on rachète toutes les petites boîtes. Nous, enfin, les grosses boîtes, elles ont une seule stratégie. On appelle ça les stratégies tentaculaires. On rachète tous ceux qui pop. Ouais, comme Parce si que c'est c'est nous une les la patrons. concurrence. Voilà. Après, je me dis, Et si tu ça arrive pars pour souvent. objectif de vouloir vendre ta boîte, genre si tu crées Ouais. ton bébé, c'est ta boîte, et genre t'as l'objectif de le vendre par la suite. Tu vas mettre ton intensité différemment, je pense. Ta vision des choses va être vraiment différente. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Je sais pas si tu as déjà vu des C'est gars qui sont intéressant. arrivés, tu vois, avec vraiment cet objectif. Je veux revendre ma boîte. C'est pas ça qui me passionne. C'est pas, je le fais pour faire de l'argent, pour un exit intéressant. En fait, sur une first touch, une first entreprise, je dirais que non. À partir de la deuxième, tu peux. Bah moi, regarde, j'ai créé Stratco pour le revendre. Tiens, c'est marrant. Est-ce Ouais, que tu ça nous as Si m'empêche donné de t'es ça avec vraiment, créer? tes objectifs. Ouais, ouais. C'était pas 30 ta M, première, après j'arrête, c'est- et même si je pourrais faire plus. Après, c'était pas ta première boîte, du coup, Stratco. Non, Si. non. La seconde. Et du coup, Pourquoi t'as je dis la seconde? l'expérience de la première. Bah, ouais. En gros, l'expérience de la première, celle que tu as envie de faire, que tu as envie de tester, etc., tu comprends un petit peu que tu peux en retirer quelque chose. Surtout après, avec un peu de temps, moi j'ai eu de la chance d'être dans des beaux comptes et de voir beaucoup de belles boîtes. Il y a un vrai truc qui va pas bien, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, mais c'est que c'est un peu cyclique, la croissance, quand on la prend sur une macroéconomie, donc sur un horizon long, moyen terme.
si on l'apprend pas sur l'année, sur les 2 ans, sur les 3 ans, quand on commence à l'élargir sur 10 ans, il va y avoir forcément un moment de down incroyable, qui peut être issu d'un événement extérieur ou de ta propre faute en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que je considère que sous horizon 5 ans, quand tu montes un bébé, et que tu te dis, ce bébé-là, j'ai pas envie de marquer l'ère avec, j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi pour cette boîte-là. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est une carrière, je pourrais faire plein d'autres projets, parce qu'une fois que j'ai full cash, je peux me prendre tout le temps que j'ai envie de prendre, sans avoir aucune aspérité, aucune perversion monétaire, pour juste build le bête truc possible. Parce qu'en fait, tu peux très bien refaire une deuxième boîte juste derrière, et que tu auras évidemment appris énormément de choses sur le chemin. Bah, je considère que c'est plus intéressant justement de revendre, même si c'est à contre-courant en ce moment, par rapport à la pensée qui va être véhiculée. Mais j'aurais conséquence à dire que quand tu as 40 M sur ton compte, tu t'en bats un peu plus les couilles quand tu entreprends et que tu as quand même beaucoup plus de détachement. Et comme par magie, tu es exceptionnellement plus doué. Hmm. Après, il y a tout ce mythe de l'entrepreneur, tu sais, genre le mec qui a jamais revendu dans les très, enfin, on va dire les boîtes immenses, genre Amazon, tout ça. Ils ont jamais Ouais, vendu. Après, ils ont vendu des parts pour enfin, retrouver de la capitalisation et pouvoir continuer d'avancer. Mais il y a une certaine, oui, tu sais, une certaine mythologie autour de ça. Genre, ouais, le mec qui a jamais vraiment vendu, qui a été au bout de son projet, on lui a proposé des gros trucs. Tu sais, il y a ce côté, ce storytelling qui est assez puissant. Et je ça suis c'est vrai. d'accord avec toi. Euh, je pense que faut pas articuler sa vie autour d'un seul projet, tu vois. Genre en mode la boîte que t'as actuellement, c'est le projet. À moins que ça soit une idée de fou et que tu sentes qu'il y a vraiment une vision en potentiel, tu Non, mais vois. après, voilà, Genre quand t'as un 100 M un dans les Sam mains, tu Altman. vas pas le lâcher en deux-deux. Ouais, voilà, Ouais, tu ça vois, un Sam dépend. Altman, tu vois, il va pas revendre OpenAI de sitôt, tu vois, il va faire peut-être des valos, tout ça, mais il va, enfin, ça serait complètement con, tu vois, ou même Encore une fois d'autres de plus, grosses c'est pas une boîtes. agence. Tu vois, on en Oui, revient à après, ça. on sort du C'est truc vraiment d'agence, ça. effectivement. Si vous reprenez Et les là, agences, c'est un business cash et flow. on est dans de l'innovation de rupture pour le coup, pour Sam Altman, purement et simplement. Voilà, c'est encore une fois de plus. Le monde des agences est soumis à de l'innovation incrémentale. Ça signifie quoi? Qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de petit moment de péremption. C'est la phase de réinvention que connaissent toutes les agences quand elles l'ont conservé un peu trop longtemps. Il y en a beaucoup qui vont doper ça à la croissance externe. On en revient au rachat. Pour continuer, parce que en fait, c'est des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font et qui ont envie d'aller marquer l'horaire au travers du monde du service, dans le tact. D'accord? Mais il y en a d'autres qui vont sur le chemin perdre la passion, ce qui est tout à fait normal quand tu commences à le faire dans des volumes assez conséquents de gestion clientèle, et qui vont peut-être avoir ces vocations à se dire, bah en fait, moi j'ai envie de tester d'autres business, j'ai envie de rentrer dans le monde des SaaS, j'ai envie de partir en infoprenariat, je sais pas, je fais ce que je veux. En fait, un entrepreneur, c'est pas à un moment donné quelqu'un qui est dans une brique, dans une case. Justement, on est toujours out of the box. Donc c'est important de se dire, en fonction de mon moment de vie, comment moi j'ai envie d'imaginer et construire ma vie. Et moi, ce que je me suis dit quand je suis parti de ce principe-là, c'est qu'il y a deux modèles intéressants. Tu avais le modèle de l'infoprenariat qui est un modèle à fort cash flow, on va pas le cacher, vous le savez très bien, vous le vivez tous les jours. Par contre, il est plus difficile à revendre et moins capitalisable. Tu as le modèle des agences qui est plus facile à revendre, plus capitalisable, qui est un modèle où tu peux faire beaucoup de cash flow, mais aussi faire un cash out. J'ai Mm. parié sur celui-ci parce qu'évidemment, je le connais par cœur. Au vu de tout mon historique, ça aide. Évidemment, j'avais des affinités particulières. Mais c'est ce que je me suis dit. Step 1, je fais ça. Step 2, je rentre dans de l'equity. Et je fais un fonds d'investissement. Ça, c'est une vision qui me parle aussi, dans le sens où je pense que quand tu accumules, comme tu le disais, au bout d'un certain temps, il y a une forme de lassitude d'effectuer un petit peu les mêmes tâches, même si tu kiffes, Même enfin, je si tu kiffe ce que je kiffes. fais, je kiffe le service. En fait, je pense que prendre des décisions à plus haut impact, tu vois, parce que là, on prend des décisions qui ont un impact sur la boîte en tant que telle et un impact sur nos Oui. clients directement. Mais quand tu te verticalises et que tu commences à prendre de l'equity, des parts sur des boîtes qui ont un vrai potentiel, enfin, tu vois, qui ont un vrai potentiel, qui peuvent faire des grosses innovations de rupture et où chaque décision stratégique peut avoir un Là, gros tu gros changes le impact. monde. Ouais, tu joues à un autre niveau en fait. Tu passes C'est de la ça. Ligue 1 à la Champions League, tu vois. Et ça me parle grave. Et même, tu vois, ça doit être assez insane d'avoir des discussions sur des boardrooms où tu t'es posé, t'as les chiffres, t'as aussi ton intuition, t'as tout un set de données qui te permettent d'arbitrer. Non, ça doit être assez fou. Donc, respect pour Ouais, mais cette en fait, vision-là, ça me parle aussi. l'equity, si Du tu prends coup, si... de l'equity sur une boîte l'equity, c'est qu'on ouf. scale actuellement avec William, par exemple, tu prends de l'equity en fait, c'est comme si tu faisais du service, mais juste à des pourcentages de la boîte. Donc, tu continues C'est du à faire du service service. au-dessus. C'est du service où Ouais. tu fais partie de la boîte, mais en soi, tu continues les tâches habituelles, tu vois. Yes, après, il y a un côté un peu plus excitant quand tu augmentes les enjeux.
par rapport à ça, tu vois. C'est comme, je te disais, pour moi, c'est l'équivalent de passer de la Ligue 1 à la Champions League, tu vois. Ou de jouer, C'est enfin, ça. tu vois, il y a plus de C'est pas pression, un autre sport, mais c'est une autre ligue, entre guillemets. ouais, Ouais, et t'es en compétition avec, tu vois, t'arrives avec des cerveaux, des meilleurs joueurs aussi. Donc, du Ouais, coup, pour te distinguer, pour être vraiment pertinent, tout ça, ça te demande de hausser ton niveau de jeu. Aujourd'hui, faire un infoproduit archi basique, bon bah voilà, c'est à la portée de pas mal de monde. Faire un infoproduit qui a 80% des parts du marché et qui devient incontournable, ça demande encore une c'est autre fois un autre chose. set de compétences. Et, euh, et ouais, et que tes concurrents prennent des notes, tu vois. Et j'aime bien cette idée-là. C'est un peu Alright. l'idée, quoi. Moi, c'est Donc cool, du ça coup, démarre bien, 2025. donc. 2025, les Ouais. gars, parce que ce qui est Attendez, cool, mais c'est que là, on 2025, arrive. juste petite précision. Comment on le prépare quand on est infopreneur? L'infoprenariat, il y a une notion de saisonnalité, comme dans beaucoup de business. Ouais, Très souvent, en termes de revenus, le Q1 est extrêmement important. Parce que dans l'infoproduit, donc tu vas avoir beaucoup de gens qui veulent se former à... Enfin, quand tu veux te former sur quelque chose, c'est que tu veux devenir un petit peu... Tu veux devenir mieux, tu veux devenir quelqu'un d'autre. La meilleure période pour ça, c'est janvier, parce que les gens sont dans cette psychologie-là de se dire, OK, j'ai envie cette année, j'ai envie de maîtriser le montage vidéo, j'ai envie de créer mon business en ligne. Donc, des il bonnes y a une, résolutions. il y a ces bonnes résolutions, et bah, le meilleur moyen, c'est de leur mettre la bonne formation en face pour qu'ils se lancent avec toi. Donc, cette saison du Q1 est très très importante. Tout comme l'est cette saison du fin Q3, début Q4, où tu as septembre-octobre, qui sont des bonnes saisons aussi pour l'infoprenariat de manière générale. Après, il n'y a pas de règle, dans le sens où tu peux aussi avoir un très bel été, même si de manière générale, on sait qu'il y a un ralentissement à cette période-là. Mais de par cette saisonnalité, c'est très important de bien démarrer l'année, et notamment le mois de janvier, où tu peux rentrer du cash et avoir, bah voilà, stacker tes budgets pub pour l'année à venir. D'autant que quand tu es sur un Q4 par exemple, où tu essaies de maxer ton impact, tu vas être en concurrence avec des e-commerçants qui vont blinder tes coûts, les pubs, donc tes coûts d'ads vont être démesurés, donc ta profitabilité peut en prendre un coup. Alors qu'en janvier, c'est beaucoup moins compétitif parce que les e-commerçants, ils ont tous peine sur le Q4. Juste pour parler sur l'axe des publicités. En fait, Euh, on a la même vie dans le C'était quoi monde ta des question de ads. base déjà, Massier? C'est exactement la même chose côté agence, hein. C'est insupportable des sons. C'était comment vous préparez 2025 quand on est bon entrepreneur et qu'on a envie de réussir 2025? Alors évidemment, première chose, je vous conseille de les rejoindre. Mais seconde chose, quels conseils on leur donnerait? Qu'est-ce que vous leur diriez en fait à ces infopreneurs qui ont une belle entreprise, qui n'arrivent pas à casser les paliers et qui en fait sont souvent issus en fait du manque de préparation, je dirais. Hmm. Alors, déjà pour moi, il faut avoir une stratégie hybride. Donc il faut souvent tu vas rencontrer des infopreneurs qui soit et la plupart 90% c'est ça, ils ont beaucoup misé sur l'organique, ils osent pas trop mettre le pied dans les ads parce que tu vois, c'est un monde qui est inconnu, ça demande d'investir, tu vois, alors que ils sont bootstrap par excellence, et ils aiment pas trop spend, tu vois. Donc ils vont rester sur ce qu'ils connaissent alors que le fait d'avoir une bonne stratégie d'ads en parallèle de leur stratégie organique va être un démultiplicateur de puissance et même les ads qu'ils vont faire vont alimenter leur organique aussi qui va augmenter, enfin tu vois, qui va faire rentrer des personnes peut-être pas pour acheter tout de suite leurs produits mais qui vont rentrer dans la phase de nurture, euh, écouter leur contenu plusieurs fois, devenir fan entre guillemets et après repasser à l'action par de l'organique, mais en fait il est arrivé par des ads à la base ce mec là. Ouais. Donc super intéressant, super puissant de bien mettre en place ce levier-là et de commencer à en faire. Tu peux déjà le faire tout seul, mais le mieux c'est de se faire accompagner parce qu'évidemment ça va te faire gagner du temps sur cette partie-là. Euh, Autre conseil, c'est être conscient que le monde de l'infoprenariat, c'est un monde avec une faible barrière à l'entrée. Qui dit faible barrière à l'entrée dit beaucoup de joueurs qui vont être sur ce milieu-là et qui vont se battre pour les parts de marché. Donc il faut être conscient que la difficulté aujourd'hui de lancer un infoproduit est similaire à celle qu'aurait un mec qui veut se lancer dans le drop 3, 4, 5 ans après l'âge d'or, tu vois, de 2017. C'est qu'au début, quand tu as peu de Ok. joueurs sur le marché, c'est très facile. Là, le marché commence un peu à se complexifier parce que tu as des Antoine Blanco qui forment des infopreneurs à l'appel, entre guillemets, parce qu'il dit à tout le monde, créez une formation, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Donc tout le monde se met à créer des formations. Donc le consommateur, si tu veux, il a une Ils s'habituent. immensité de choix. Il s'habitue. Donc pour que tu deviennes l'évidence, ton niveau de jeu doit énormément s'élever.
Donc, en termes de stratégie pure et dure, on a souvent la question, ouais, William, enfin Baptiste, est-ce que c'est mieux que je fasse un webinaire? Est-ce que c'est mieux que je fasse une VSL? Est-ce que c'est mieux que je mette des setters directement sur mon Instagram, que je fasse un ManyChat, etc., etc. En fait, il n'y a pas de meilleure stratégie. Elles sont toutes bonnes. Enfin, c'est que des stratégies qui ont été prouvées qui fonctionnent. Maintenant, quelle est la stratégie qui fonctionne le mieux par rapport à ton avatar? Quelle est la stratégie sur laquelle toi, tu peux avoir un edge? On a tendance à conseiller de manière générale le côté VSL par sa nature evergreen. Tu vois, où au final, si tu as une putain de VSL, elle va pouvoir rester là pendant Oui. à peu près un an sans trop de soucis et envoyer un max de trafic dessus. Pour ça, tu regardes ces stats de conversion, évidemment. Mais bon, je vais pas faire un cours général sur c'est quoi la meilleure stratégie, mais t'as ça. En parallèle de ça, tu peux faire un webinaire par trimestre. Et tu vois, sans aller plus loin en termes de macro-stratégie, t'as ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que ta VSL, elle est vraiment très bien? Est-ce que ton message et ta promesse par rapport à ton client est vraiment très bien? Est-ce que tu arrives à anticiper toutes les objections que pourrait avoir ton client en amont pour réussir à le rassurer? Est-ce que tu es aussi sur un marché où les personnes sont solvables? Typiquement, tu vois, Ouais. là, je suis dans le séminaire, là, je suis avec un pote qui, lui, est dans ce monde un peu particulier de la séduction. Mais son contenu, il parle de ouf, mais à des mecs de la génération Z, tu vois, qui ont genre entre 18 et, et 22, 20 23 ans. Donc, ils ont potentiellement pas forcément les moyens et ils n'ont pas la conscience d'investir pour mieux réussir à draguer, séduire, entre guillemets, à devenir un homme de valeur, entre grands guillemets, tu vois. Donc, ouais, t'as Ok. peut-être un super bon produit, t'as peut-être une super bonne approche, mais si t'essaies d'apprendre, c'est comme Hormozy, il avait ce truc-là qui m'avait fait rire. Il avait un pote qui, justement, il voulait faire une offre à étiquette. Peut-être que je vais approximer, mais il voulait faire une offre à étiquette pour aider les chômeurs à écrire de meilleurs CV. Sauf que, par définition, sa cible, c'est des chômeurs qui n'ont pas de thunes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, même si t'as L'idée est un très killer bonne, la produit, cible est dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça. exactement. C'est ça, c'est que tu peux avoir un excellent produit, mais si tu l'adresses à des personnes qui n'ont pas les moyens de se le payer, tu vois, si tu résous le problème de personnes qui peuvent pas se payer ton service, bah, ça va être compliqué. Ou alors, faut que tu sois sur du très low ticket et que tu sois sur une stratégie de volume. C'est le même truc qu'un mauvais vendeur en aviation, il gagnera forcément plus qu'un excellent vendeur qui vend du pain. Exactement. Exactement. Donc, ouais, il y a cette Avec un notion dans jean. l'infoproduit de s'adresser. Est-ce que tu es sûr que ton offre elle s'adresse au bon marché? De pas être un copycat? Parce qu'il y a que des copycats, mec. En ce moment, tout le monde Ouais. propose la même chose sur sur les mêmes solutions. Tout le monde fait un school. Tout le monde met à peu près la même chose sur le school. Tout le monde fait euh, Ah, enfin, tu vois, j'aime. c'est la même. En fait, c'est la même structure. En fait, tout est copié, 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 copié. Et là, On ceux va qui vont défoncer réussir à se Decathlon là. différencier. Non, mais ceux qui vont réussir à faire la différence, et d'ailleurs, tu le vois, Antoine Blanco, pour le coup, il partage ses résultats, et comme il est assez gros sur le marché, c'est un super cadeau qu'il fait à tout le monde parce que ça donne un petit peu un indicateur de comment se porte le marché. Et tu vois que depuis quelques mois, là, il est en déclin parce il a saturé aussi son marché d'une certaine façon. Tu vois, je crois que c'était qu'Unego aussi Ouais. qui était dans la même situation, qui a un ralentissement au niveau du marché entrepreneurial parce qu'ils ont créé leur propre concurrence. Il y a des tonnes de mecs qui font exactement la même chose qu'eux, qui vont prendre des micro-parts de marché chacun, C'est ça la et qui bulle. vont... ouais, bah Théo, il en parlait Il n'en d'ailleurs reste. de la bulle. Il a fait une vidéo il y a Pour quelques temps sur moi, ça. il n'en restera qu'un et ce sera les meilleurs et ce sera ceux surtout qui ont le plus d'argent. Et au final, il y a tout le monde qui va se faire Et qui éponger. peuvent Quand je investir dis le ça, plus en c'est ads. exactement parce qu'au final, on va revenir à la vieille et bonne pratique du CAC LTV ratio ou rentre chez ta mère. Exactement. Est-ce Voilà. que définis qu'à quel TV Peut-être qu'à ratio l'époque, pour on le disait l'audience? différemment dans le temps. On le disait un peu différemment, mais là, c'est dans la modernité. Ouais. CAC, pour ceux qui écoutent et qui se disent, mais c'est quoi le CAC? C'est pas le CAC 40, c'est le coût d'acquisition Ouais. client et LTV, c'est la lifetime value. C'est-à-dire combien ce client dépense chez toi Ouais, pendant toute sa vie en tant que client, entre guillemets, de ton produit. Et donc la formule, exactement. c'est CAC LTV. Redis la formule, du coup, que t'as dit, c'est CAC sur C'est le CAC LTV, c'est LTV ça? ratio. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire le CAC sur LTV pour avoir ensuite un chiffre plein, idéalement. Si tu as un CAC LTV ratio qui va déjà en dessous de 5, ça va être complexe parce que quand tu vas monter dans la scalabilité des ads, tu pourras pas aller très loin et donc tu vas forcément te faire manger au bout d'un moment par celui qui peut mieux publier que toi. Comment on joue sur ça, du Hmm. coup? On joue soit sur l'allongement de la durée des collabs, soit sur l'ARPA, augmentation du revenu moyen par client, soit sur, bon, ça va être soit du renouvellement, soit de l'ARPA, soit même différemment, un business model où dès le départ, on arrive à aller créer de nouvelles business units, de nouvelles offres, et du coup à aller indexer un nouveau niveau de croissance supplémentaire dans l'entreprise pour aller avoir un CAC LTV ratio positif. Il y a aussi d'autres types de stratégies, comme de l'ADS autofinancé.
On rentrera pas dans tous les détails aujourd'hui, mais vous le savez Ouais, très bien. Il y a plein de manières d'aller doper tout ça dès qu'on a... Faut déjà avoir ses premiers problèmes de riches. Puis quand vous serez blindé, on viendra régler vos problèmes de mhm, bourge. exactement. Exactement. Ouais, c'est trop important aussi. Et c'est évident, mais il y en a plein qui ne l'appliquent pas, notamment dans des Non. personnes avec qui on discute. Ne serait-ce qu'avoir des upsells pertinents dans ton offre pour augmenter ta LTV. C'est pas Moi, je... difficile à mettre en place, C'est... mais il y a rien de mieux. C'est Enfin, entre un obligé. client satisfait et un client qui t'a jamais rencontré, qui te connaît pas, celui qui est le plus susceptible de remettre une pièce dans la machine, c'est le mec qui est déjà satisfait de ton service. Et en plus, tu Moi, de peux toute très façon, je facilement recommande avoir un leur truc aux feedback agences et à tous les infopreneurs. et leur designer l'upsell qui leur correspond le mieux, tu vois. Bah, si tu veux aller encore plus vite dans le pire truc à pas faire, mais que personne fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je raconte une boîte, c'est pas bien fait. Ils ont pas de système de referral. Ah oui, trop important. Oh, t'as galéré à l'avoir ton client. Si chaque client il te ramène un client, t'as même plus besoin de faire de la croissance. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Stratco, ça marche très bien. D'accord? Chaque client te ramène plein de clients. Ah, mais c'est trop Mais bien parce qu'en évidemment, après, plus, quand tu passes à l'échelle, ça accélère de ouf, tu vois. Tu dopes. ah, bah, c'est ce qu'on fait. Bah, regarde, sur School, c'est ce qu'ils ont fait. T'as un gros système de referral. Sur pas mal Oui, de SaaS, en fait, il y a déjà ça, tu vois, qui est en place. Même les Submagic et oui. tout, c'est ce qu'ils ont mis en Mais dans le place et monde ce du qui a été service, ils un sont en des retard. facteurs. Ouais, mais c'est un truc de SaaS et tu vois, t'as des grosses coms, ils l'ont tous compris, ils ont commencé à mettre des énormes coms depuis, je crois que enfin, c'est pas si vieux que ça en soi. Parce qu'à l'ancienne, t'avais des avantages qui étaient claqués au sol. Genre, tu sais, le referral que t'as sur des banques à l'ancienne. Genre, t'avais, oui, gagne Ouais, 15 euros si tu nous ramènes un client. Mais foutez pas de ma gueule, votre coût d'acquisition client, il est bien supérieur à ça quand vous pubez. Soyez, c'est ça. soyez plus, soyez C'était plus pas sport, faire. quoi. Ouais, c'était C'était pas pas faire faire. du tout. Maintenant, c'est En devenu fait, faire. et quand l'avantage, en fait, pour ton client est pas, enfin, tu vois, en fait, quand la personne va te recommander, elle va prendre un risque aussi parce que c'est sa réputation qui est en jeu. T'as ta Oui. réputation, bien sûr, mais il y a sa réputation. Parce que s'il te recommande et que toi, t'assures pas avec la personne à qui il t'a recommandé, bah, c'est lui qui passe pour un con auprès C'est pour ça que tu de dois ce travailler ta client-là. crédibilité, etc. Ça fait des beaux Donc, mots, mais il y a plein de choses à faire. tu dois être crédible. Et surtout, faut que dans cet arbitrage, quand il se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup que je risque ma crédibilité? Si en plus tu lui accordes, je sais pas, un gros 15-20% sur le prix de la presta, tu vois, si tu veux vraiment être sur un truc huge, bah là, tu vois, il se dit, ouais, ok, mon ratio risk-reward, les gars, ils bossent quand même super bien. En plus, pour le coup, ça me fait plaisir. Et en plus de me faire plaisir, les gars, ils me mettent bien, ils me respectent. Bon, bah, let's go, tu vois, je leur Je donne suis le assez contact. d'accord. Bah, tu sais que j'ai un adage, moi, que je donne aux agences. Jusqu'à un certain step de croissance, je leur demande de même pas doper le sujet avec toute forme de carotte. Carotte pour faire avancer. D'accord, pas une carotte, une vodka qui te la met à l'envers. Je précise, il y a les auditeurs qui ont parfois l'esprit tordu. En gros, pour moi, 9 sur 10, c'est une bonne note de satisfaction, tu vois. 10 sur 10, c'est juste un bon client. 11 sur 10, c'est un bon cas d'usage. Et 12 sur 10, c'est une reco. Tant que t'as pas réussi à avoir que des recos, c'est que t'es pas assez bon. Essaye pas de passer à l'échelle. Mhm. Ouais. Comment tu différencies un, un 10 sur 10 d'un 12 sur 10? Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence? La vraie différence entre un 10 et un 12, Est-ce que c'est c'est juste que dans le dans un 10, t'as résultat que fait ce tu que t'as perds? promis. Ok. Non, il y a trois composantes dans le monde du service, en général. Donc ça rejoint même le monde un peu de la formation qui mute de plus en plus vers du programme. Donc on peut en parler. Euh, Comment on mesure la satisfaction? Tiens, c'est une vraie question que je vais vous poser. C'est une question que je pose tout le temps, toute la journée, à force. Souvent, les gens n'arrivent pas à me mettre factuellement comment ils mesurent quelqu'un de content. Parce que c'est très difficile, on n'est pas tous contents au même niveau. C'est très subjectif, la satisfaction. Pour le faire à l'échelle, j'aime bien préconiser les trois dimensions de la satisfaction. Quand on est dans le monde du service, il y a trois choses qu'on évalue. Le problème, c'est que quand on ne dit pas qu'on les évalue, du coup, on n'est pas noté correctement et qu'il y a des coefficients qui rentrent un petit peu en conflit. Ce qui fait qu'une mauvaise note, elle est très influencée par une seule mauvaise chose et une très bonne note, elle peut être très influencée par une seule bonne chose. Pour autant, le reste n'est pas forcément ouf. Hmm. Donc, il faut apprendre on appelle ça décomposer son NPS, Net Promoter Score, désolé. Putain, aujourd'hui, on rentre dans un peu plus de C'est bien technique. sur les acronymes. Ouais. Donc NPS, Net Promoter Score, la moyenne, c'est une façon de travailler la satisfaction. J'aime pas les NPS classiques, etc. C'est de la merde. Le NPS le plus court est le mieux. Et moi, je considère qu'on a trois choses à mesurer. La qualité du process,
Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de voir au niveau du SOP, du respect des délais, de la communication, de la fluidité, comment ça s'est passé. Ensuite, il y a la qualité de la relation avec le client. Souvent, c'est plutôt la dimension humaine, émotionnelle. Et là, c'est purement différent. Et ensuite, il y a la perf. Tu peux avoir une bad perf et un mec qui est grave content. Parce qu'il comprend que bah, il y a des événements extérieurs, qu'on a éduqué le marché, qu'il y avait des choses. Tu peux avoir une bad relation client, et là, du coup, tu peux avoir une bonne perf et tu auras quand même un mec qui se bat. C'est que c'est très drôle, Mais quand parce tu que dis j'ai juste à ce cas quelqu'un, est-ce d'école que t'es content, avec... il comprend pas, quoi. Ouais. Là, on a un cas d'école comme ça, là, en discutant avec un des mecs qui est avec moi là sur le mastermind. Un élève qui a pris un mentorat, donc dans sa boîte, qui était délivré le mentorat d'une partie par ce client et de l'autre par... Enfin, le mentorat était délivré par le mec avec qui je parle, plus un de ses coachs. Le mec, il a eu des excellents résultats. Ils ont over-deliver sur la promesse. Ça veut dire que le gars est passé, c'est un mec qui avait pas de business, à faire 10K par mois, tu vois, en l'espace de, je crois que c'est en l'espace de 2 3 mois. Donc très rapidement, le mec est arrivé à des résultats qui sont des réussites atypiques dans la plupart des accompagnements, tu vois. Parce que la plupart des gens, tu vois, on leur promet le 10K par mois, mais en réalité, il y a un élève sur 100 qui arrive à faire les 10K par mois, voire moins. Donc le mec, il fait les 10K par mois. Pourtant, il a racheté la formation d'un autre concurrent parce qu'il n'était pas satisfait. Et là, tu vois, c'est justement exactement ce que tu dis. Ça veut dire que sur le plan de la performance, il a atteint le résultat, il a atteint même plus que le résultat, mais pour une raison qu'on ne s'explique pas. Parce que c'était un mec qui était très... ouais, moi je me sens comme ça, et le coach en face était, on s'en bat les couilles de comment tu te sens, le but c'est d'avoir des résultats, voici ce que tu dois faire pour avoir des résultats, tu vois. Non. L'expérience client, elle est Tu plus vois. importante que la perf. Exactement. Et donc du coup, il y avait cette dissonance cognitive en mode, mais je comprends pas que le mec soit pas content parce qu'on lui a donné plus que ce qu'il était venu chercher, alors que la sensibilité du client était, c'était quelqu'un, tu connais enfin là, on parle pas mal d'énéagramme et tout avec les gars, c'est assez intéressant. Il y a des mecs qui sont bien poussés là-dedans. Mais pour simplifier cette vision-là, t'as le profil disque que j'utilise avec mes vendeurs. Tu Ouais, vois, c'est le profil moi rouge, aussi. bleu, jaune et vert parce que c'est une matrice qui est très simple à comprendre et t'as pas besoin de lui faire un test de personnalité pour très vite le cerner. Et en gros, sur cette matrice, t'as deux axes. T'as un axe où t'as les gens qui sont plus orientés fait, factuel, chiffre et l'autre personne, relation, un Ouais. axe extraverti et un axe introverti. Et ce mec-là, il était beaucoup plus orienté personne que résultat et beaucoup plus introverti qu'extraverti. Oui. Donc du coup, c'était un profil vert du coup pour ceux qui connaissent. Et ils lui ont parlé comme si c'était un profil rouge, genre en mode data driven Émotionnel, ego, data driven et je m'en tape, je fonce. Voilà, la classique. exactement. Et le mec, tu vois, bug system. Il a eu les résultats malgré tout, mais du Ouais. coup, il a mal vécu son expérience client parce que il a réussi à avoir les résultats, mais tu vois, en faisant un trop gros stretch entre qui il était, tu vois. En fait, pour lui, il a eu les résultats, mais sans respecter qui il était, donc du coup, ça peut pas matcher pour lui. De toute façon, dès que ta personne, elle est plus alignée, enfin, quand ce que tu fais n'est plus aligné avec ce que es, ça marche jamais. Ça Malgré finit les toujours sur une résultats. rupture. Oui, parce que ça fait pas tout. Vraiment, c'est même Mhm. le. Je vais vous dire un truc bizarre, c'est que tout le monde focus la performance alors que c'est le moins important. Parce que la performance, c'est la quoi? C'est la conséquence de tout ce qu'on fait. Ce n'est qu'une Mhm. conséquence, ce n'est pas une cause. C'est une finalité, c'est pas un chemin. Alors qu'en fait, tu dois centrer tes efforts sur les causes et le chemin plutôt que sur la finalité. Si tu as fait ce qu'il fallait, tu auras les résultats. Tout le temps, systématiquement. C'est impossible de pas les avoir du moment que tu as compris comment craquer les choses. Faut juste que sur ce chemin-là, il y a un truc qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit accepter et dire aux autres, c'est que chaque projet sur un marché, il n'a pas le même potentiel de market cap, de scale, et il n'a pas non plus la même intensité pour craquer ce scale, parce qu'il y en a où ça va pop d'un coup. Ah, moi, par exemple, une agence, je l'ai accompagnée, au bout de 2 semaines, elle avait signé 300K, frère. Qu'est-ce que je fasse? C'était incroyable, Tu vois. félicitations. Il y en a une autre, je l'ai accompagnée. Au 5e mois seulement, on a commencé à rentrer à scale. Parce qu'il a fallu dire énormément de choses, etc. Bon, maintenant, ils ont bien pété. On était rares. Ils m'ont déjà fait un beau témoignage. Mais c'est pas le but, là. C'est pas le but de ça. Mais il y a des moments qu'on maîtrise pas. C'est le marché qui décide. Il y a des micro-choses à pouvoir comprendre et itérer pour faire en sorte que ça pop. Mhm. Exactement. Et après, c'est là où le marché s'en fout aussi de ce que tu ressens et de ce que tu penses, parce que c'est le marché qui a toujours raison. Le marché, c'est Mais pour un froid. profil, Ouais. ouais, mais pour le profil comme je te parlais avant, bah
il a fait ce qu'il fallait par rapport au marché, mais du coup, il était trop, par rapport à il lui-même. mettait trop le focus sur lui. Donc des fois, Ouais. t'as aussi certaines personnes qui doivent faire un travail sur elles-mêmes pour justement régler Oui. avoir les bonnes conséquences par rapport à ce qu'ils sont. Et là, le truc, c'est que on lui a fait faire ce qu'il fallait pour que ça marche, mais il n'était pas encore assez mûr pour être la personne qui était en cohérence avec les actions qu'il a faites. Donc du coup, il y avait Bah, en un vrai, gap entre je les trouve deux. ça grave cool ce que vous dites là. J'ai une question à vous poser. Putain, c'est ouf, on est bien dans le flow aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, je dormirai moins souvent parce qu'en fait, j'ai dormi 2 heures. Ça, vous le saurez. Et moi aussi, je suis explosé. En Mais je gros, pense que, en plus, quand je tu sais, dors, on voit quand mes je dors pas, énormes je suis cernes chaud. là. Eh, c'est ça le vrai entrepreneuriat. C'est pas les trucs à la télé. Le vrai entrepreneuriat, il se passe ici là. C'est ça, gros. Ouais, gros. Bref, en Ouais, gros, j'ai gros. une question qui me vient. Moi, tu vois, je fais un truc qui est systématique. Chaque début de collab, je pose une première question avant même de sélectionner les gens avec qui on bosse, sinon je peux leur mettre des portes, c'est pas dérangeant. C'est tu viens pourquoi? C'est quoi ton but final, personnel? Parce que la majorité de toute façon des personnes, elles viennent en vous maquillant leurs désirs profonds. C'est normal. C'est très difficile d'arriver de manière égocentrée à parler uniquement du vrai soi profond, de ce qui t'intéresse personnellement et de manière purement égoïste. Mais moi, j'ai une vraie thérapie en ce moment sur ce sujet. Je vais lancer d'ailleurs, je vous ai, on parlait de YouTube la semaine dernière, ça fera un pont. Je vais lancer un des concepts, ça va être égo-altruiste. En fait, c'est l'égoïsme qui permet de solutionner l'altruisme pour les autres. Il faut avoir une part d'égoïsme, il faut accepter ça. D'accord? Tu fais pas les choses pour tout. Tu travailles parce que tu veux gagner de l'argent. D'accord? Pour quelle raison tu veux gagner de l'argent? Ça, c'est divers et varié. Moi, par exemple, je veux mettre ma famille à l'abri. C'est pas du tout une honte, j'en suis fier. D'accord? Et oui, je travaille pas comme un bénévole, sinon j'aurais tout de suite fait une ONG. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas les ONG? Pas du tout, c'est mon but final d'en ouvrir une. C'est là où je rejoins l'égo-altruisme. C'est que pour ouvrir des trucs plus grands que moi, il faut déjà que moi, même dans ma situation et dans mon monde, j'ai réussi à le changer pour changer un monde un peu plus gros que le mien. Et du coup, pour en revenir à là, la question que je pose systématiquement, et dans le monde des agences, c'est assez simple, il y a plein de types de croissance. La majorité des gens, ils connaissent que l'hyper-croissance. Parce qu'on les a biberonnés à ça sur YouTube, ils en ont bouffé. Il y a eu la grande époque de The Family, mes couilles, tout ce qui allait avec, là. Bref, entre les vols, les escrocs, les gens honnêtes, les malhonnêtes, et je ne vise personne, que ce soit ni Oussama, ni l'autre camp, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants, j'en ai rien à taper, et en plus les CEO, start-upers, bah, il y en a pas mal qui sont pas mieux qu'eux, et qui pour autant feraient mieux se cacher. Bref, ça c'était un petit pic à la Startup Nation. Cadeau. Maintenant que Macron les a abandonnés, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ça rejoindra, on va parler des prédictions 2025, vous allez voir, j'en ai une. Ça rejoindra ça, ça fera le pont. Désolé pour Vas-y. la petite aparté. Je leur pose une question, c'est quel type de croissance ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une hyper croissance? Et dans ce cas-là, il va falloir qu'ils acceptent de serrer les fesses, de faire des sacrifices et de pas se prendre pour des Rothschild parce qu'en fait, on va réinjecter quasi tout ou partie de ce qu'on gagne. Dans de la croissance RH, dans du testing R&D, dans plein de sujets de croissance, growth. D'accord? Est-ce qu'ils veulent une muse? Parce qu'en fait, une agence, on peut le faire en muse. Moi, j'ai plein de mecs qu'on a monté jusqu'à 20-30K et qui m'ont dit maintenant, pète sa mère, viens, on délègue tout et je branle plus rien. Je prends un peu de cash, je fous rien, je voyage. Je suis game. Ok, bro. Si c'est ça qui te rend heureux, moi, ça me va. Tu vois? Je Je suis crois là que pour rendre les c'est gens grave heureux in respectable fine. comme vision. On est très orienté, Mais nous, sur grave. En fait, si tu veux, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un sport. Et l'étalon de Oui. performance dans l'entrepreneuriat, c'est le cash parce que bah, c'est un peu ce qui définit comme un athlète qui soulèverait des poids. Tu vois, tu fais une compétition de force, bah, c'est qui soulève le plus lourd. Bah, là, c'est littéralement ça, c'est qui est-ce qui soulève le plus lourd. Et donc, Mais du moi, coup, je veux changer ça. tu peux tomber, justement, c'est là où j'arrive sur le fait que c'est intéressant cette vision-là. Tu peux tomber dans le piège du toujours plus et t'user. Et Oui. en fait, ta motivation profonde est orientée que sur une notion de performance, mais si tu vas chercher le pourquoi qui est juste derrière, des fois il est un peu creux et vide. Et tu commences à perdre le sens de pourquoi tu fais les choses. Et ouais, bah là, l'objectif c'est de faire 1 million. Ok. Pourquoi un Pourquoi? million? Ça peut Bah, être un un million, bon c'est objectif rien. s'il y a un vrai pourquoi. Ouais. Ok. Bah pourquoi? Ouais, parce que bah, 1 million, c'est vraiment pour moi, il y en a peu qui arrivent à le faire, donc j'ai envie de le faire. Ok. Une fois que t'as fait 1 million, qu'est-ce que tu fais derrière? Bah, 10. déjà, je vais me concentrer sur. Ok, ou 10, tu vois, peut-être. Et en fait, et le but, tu sais, c'est un peu comme l'histoire du pêcheur mexicain. Tu la connais ou pas, cette histoire? En gros,
le pêcheur mexicain qui est tranquille, tu vois, qui pêche son poisson, qui fait la sieste et qui passe son temps tranquille à boire des bières avec ses potes. Il y a un Américain qui arrive qui dit putain mais mec ton poisson il est trop bon. Là ce que tu devrais faire, alors t'achètes un deuxième bateau, d'accord, donc tu fais un crédit, mais en fait tu vas pouvoir rembourser le crédit avec le rendement que tu auras grâce au deuxième bateau. Une fois que tu as deux bateaux, tu vas pouvoir aussi potentiellement augmenter ta capacité de production, vendre plus de poissons et donc acheter un troisième bateau. À partir de ce moment-là tu crées une franchise, cette franchise là tu la vends aussi à d'autres, etc. Tu sais, il commence à lui faire tout le plan. Et à chaque fois, en fait, le mec, il lui dit, ouais, ok, pourquoi acheter un deuxième bateau? Bah, parce que tu vas pouvoir ensuite créer la franchise. Mais pourquoi créer la franchise? Bah, parce qu'après, tu vas pouvoir t'exporter à l'étranger. Ok, mais pourquoi je fais ça? Et à la fin, il dit, parce qu'à la fin, tu peux revendre. Et là, une fois que tu auras vendu, tu pourras être tranquille, aller pêcher avec tes potes, boire des bières avec eux et t'auras plus rien à faire. Et le mec, il dit, ouais, mais c'est ce que C'est je ce fais que je déjà. fais. C'est déjà ce que je fais. Tu Elle est vois? Et en incroyable fait, cette il y a des histoire. fois cette course. Ouais, ouais, mais en fait, c'est très vrai. Tu peux très vite tomber dans cette spirale, en fait, d'avoir l'impression que de gagner plus, Oui, d'aller chercher plus, c'est ce qui te rendra fondamentalement heureux. Alors qu'au final, ça va augmenter ton niveau de vie dans un premier temps, donc ce qui est cool. Mais au bout d'un moment, voilà, tu vois que tu gagnes. Tu sais, quand tu commences à faire du 25-30 000 euros par mois, comme le disait ton pote avec son agence, bah, t'as déjà un degré de liberté qui est quand même énorme. Tu peux faire plein de trucs. Et, est-ce que tu préfères ouais, aujourd'hui, ma tu fais ce que situation, tu tu vois, veux. tu fais 30K en full délégué. Ça veut dire que tu fais Moi, absolument rien. Ouais, ouais. Tu fais absolument rien. Enfin, tu peux piloter un peu le business, mais tu vois, tu as vraiment full time pour faire les projets qui te tiennent à cœur et t'occuper de ta famille. Ou alors, tu fais 150K par mois, mais par contre, tu travailles 18 heures par jour. Enfin, 16 heures par jour, tu vois. alors, très bonne question. C'est pas évident. Alors, Il n'y a pas une pour réponse évidente, recontextualiser, je fondamentalement. fais 100K à deux. Moi, j'en ai Mhm. une. En vrai, alors dans mon modèle qu'on a créé, c'est plutôt un modèle où j'ai envie de faire 100K en full délégué. Ce qui arrive très vite du coup, là, début 2025. Mhm. Donc, 15 pour moi, c'est pas assez, mais c'est une question personnelle d'ambition. C'est-à-dire que j'ai des sujets sur lesquels j'ai envie d'investir, d'aller vite. Ça, c'est mon problème à moi. C'est ce que je me suis fixé comme target, d'acheter des beaux biens, bref, plein de petites choses sympathiques qui me Mhm. permettent de constituer un patrimoine conséquent. Donc pour ça, je me dis, le mieux c'est de forcer quand t'es encore en pleine forme. La flemme après 40 piges, tu vois. Bref, c'est pour ça que je vais un peu plus avec intensité. Dans mon cas, le business qui me va bien, voilà, c'est 100K full délégué plutôt que 400 ou 500K en train de travailler comme un chien du matin au soir. Et je parle pocket. Donc ça c'est clair. Ok. Ok. Vraiment. Et donc faire x5 pour faire x5, je m'en bats les couilles. Voilà, je peux pas le dire plus franco. Je m'en bats les couilles, frère. Et Vraiment, j'en ai rien à faire. Et tu ferais quoi du coup avec les 100K par mois qui tombent dans ta poche sans full délégué? Qu'est-ce que tu ferais? Déjà, pour le plus grand plaisir de mes yeux, je t'achète d'autres chemises pour te revoir à chaque fois avec une autre chemise de plus en plus ouverte. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que ça m'égaye, franchement, ça m'égaye tous mes jeudis, frère. Je t'aime pour ça. Voilà, première chose. Deuxième C'est chose, réciproque. je prends deux, trois billets d'avion, on se capte, hein, quand même. On se fait un petit truc IRL, là, c'est la première chose à faire. D'accord? Enfin, ça, là, vous allez voir, c'est mon côté humain. Moi, je suis plus généreux qu'autre chose, hein, la première chose. Après, côté investissement mec, on est personnel, riche. On est riche que de ce qu'on donne. ouais, voilà, C'est la c'est base, vraiment, ça. j'ai du mal à penser. Bon, on va parler du perso, même si c'est pas le truc que j'aime faire le plus, par nature, on va dire. Mais en gros, moi, je peux vivre avec rien, donc je m'en bats les couilles de vivre avec tout. Vraiment, je peux vivre avec rien. Du moment qu'en fait, les gens qui sont avec moi arrivent à avoir esquissé des sourires sur leur visage, j'ai envie de te dire que c'est peut-être ça la plus grande des richesses, tu vois. C'est de rendre heureux le monde qui t'entoure et de marquer le monde, pas pour ce que tu obtiens ou ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. Donc ça, c'est déjà ma première valeur fondamentale. Et chaque moment est important parce que chaque moment, ça peut être du kiff. Et qu'en fait, quand il y a un moment où tu tires la gueule, c'est souvent de ta propre faute, t'aurais peut-être pu le prendre différemment. Tu vois, première chose, on peut mourir demain, et ça, j'ai pas envie de l'oublier. Donc j'essaie de faire en sorte que chaque moment soit un pur kiff. Comme ça, c'est dit. Donc prendre du plaisir. Côté 100K, qu'est-ce que j'en fais? Moi, la première chose, c'est que je veux acheter un gros domaine bah, en Tunisie, dans le pays de ma femme, d'origine de ma femme, parce qu'elle est française. Mais elle est originaire de Tunisie. Et je kiffe la Tunisie. Ici, moi, j'ai une bonne situation, je vais pas le cacher, mais j'ai une petite On se ambition. le cache. Ouais. J'ai une petite, j'ai vu une petite maison qui m'a tapé dans l'œil à 2M5. Franchement, elle m'a donné un objectif. Là, on parle du patrimoine personnel, d'accord? Donc, des demeures familiales que j'ai envie de constituer parce que j'ai des responsabilités. Je suis homme, responsable,
qui a envie de pouvoir faire en sorte de prendre en responsabilité toute sa famille, ses beaux-parents, ses parents, tous ceux qui en auront besoin, et bien plus encore. Donc je suis obligé d'avoir un niveau d'ambition un peu plus élevé. Donc ça c'est moi, ça me regarde que moi, entre guillemets, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire, c'est pas une vertu. Non, c'est juste personnel, pur. Et donc dans ces 100 cas-là, bah, il y a ces deux investissements-là. Ensuite, bah, évidemment, il y a du placement boursier. Mais ça, en vrai, je m'en tape, parce que comme vous le savez, moi je suis plutôt en mode, le cash-in, il me constitue un petit patrimoine sympathique, que je considère pas ce qui va me faire vivre, entre guillemets, sans travailler. Et c'est ce qui va surtout me permettre d'arriver, de revendre mon bébé sans aucune pression en leur disant, oh gros, je suis déjà plein, donc c'est soit t'achètes au prix fort, soit tu rentres chez toi, tu vois. Sinon, je le garde. Donc voilà l'objectif simple. Et les 100K, bah mine de rien, ils me font kiffer ma vie. Parce que moi, je dois être quoi? Je suis à 24 dépenses mensuelles, je pense. De dépenses en tout genre, attention, il n'y a pas que des dépenses, hein, il y a du kiff. Pas mal de kiff. Bien sûr. Bah, à Et 20K, 20K, je pense, j'espère pour toi qu'il y a quand même un certain pourcentage de kiff qui est inclus dedans. Parce que si c'est juste la bouffe et le loyer, entre guillemets, bon, quel il y en a, lifestyle. il y en a. Il y en a beaucoup. Et puis Hmm, après, le reste, c'est 80% que je mets dans des investissements personnels, d'accord? Ou entreprises. Parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'un entrepreneur, bah, il investit beaucoup dans sa croissance ou dans ses structurations. Et qu'en fait, bah, souvent, il y a des moments où en fait, ça va se resserrer volontairement. Parce que tu as envie de mettre des gros impacts et c'est comme ça que tu passes à l'échelle aussi. hmm. Donc là, bon, je sais que je vais aller lâcher facile un bon 20-25 000 euros net par mois de moins parce que je vais full déléguer tout. Vous le savez déjà, vous deux. On en a déjà parlé en privé, mais c'est la première chose. Hmm. Et on s'en fout parce qu'en fait, le passage à l'échelle, il va tellement s'absorber que ça ira, tu vois. On sait que pendant 3 à 6 mois, je toucherai un peu moins, que j'en ai à taper, je suis bien, je vis bien, je suis heureux. J'ai besoin de rien de Ouais, de plus, tu ouf. vois. Non, mais surtout que tu vas racheter ton temps. Et ça, c'est ce qui va te permettre aussi d'avoir C'est ce que je veux. une capacité à Ouais. déjà plus prendre de décisions macro. Parce que quand t'es trop dans le jus aussi, c'est difficile de sortir la tête de l'eau et de voir les choses, tu vois, en détente. Ne serait-ce que, tu vois, là, Ouais. prendre quelques jours relativement off. Après, t'es jamais vraiment off parce que t'as toujours des trucs qui cogitent dans la tête, mais de plus être dans le rush des rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous, où tu donnes énormément, tu vois, pour tes clients, de garder du temps que tu peux te donner pour toi. Genre, même juste, tu sais, tu fais une balade à la Churchill, tu sais, tu vas marcher autour d'un étang, Exactement. autour d'un lac, dans la montagne, et là, tu vas voir que t'as naturellement des choses hyper intéressantes qui vont popper et que tu vas pouvoir implémenter dans ton business et même ailleurs dans ta vie perso. Ouais, là, de toute façon, mon but, il est très Alright. clair, tu vois. C'est plus rien branler sur la partie opérationnelle. Et vous savez, de toute façon, je vais donner un vieil adage pour tous ceux qui nous écoutent, mais les meilleurs entrepreneurs, c'est les plus gros flemmards, parce qu'ils recherchent que l'efficience. Hmm. Exactement. Yes. Bon, et toi, Bat, du coup, plutôt faire 100K par mois et rien branler. Non, on va prendre un petit peu plus bas pour que ça soit plus ardu. On va prendre l'exemple du mec que donnait Massy. On va dire 30 000 Ouais. euros par mois, mais tu fais rien. Ou alors 150 000 euros par mois, mais tu t'es 12 heures par jour. 30 000 et 50? Non, 150. 150. Là, par contre, ça, c'est Ah, intéressant 150. comme concept. Moi, Ouais, j'aurais non. pris 30 000 à l'époque. Mais 150, j'aurais pu prendre 30 000 à l'époque où j'avais envie de voyager, mais 150 000 easy maintenant, tu vois, pas de sujet. En fait, tout dépend de ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment mon kiff, tu vois? Là, aujourd'hui, je me pose pas trop la question de qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, dans 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais, j'adore accompagner les clients qu'on a, j'adore résoudre des problématiques et tout. C'est mon quotidien, tu vois. Donc, je kiffe. Donc, la question ne vient pas. Après, petite anecdote, j'étais avec des amis en voyage moto. Donc, on a loué des grosses motos et on est parti faire un tour de Bali. Et il y a une nana qui est dans la numérologie. C'est la meuf de mon pote. Donc on a tous fait ce travail-là de, OK, quelle est cette nouvelle année 2025 en numérologie? Et de base, j'y crois pas du tout. Je me dis, vas-y, c'est bullshit et tout. Il y a 3 ans, j'étais en closing avec une nana. Je faisais du closing sur une formation de professeur de yoga. Et donc les meufs, elles sont un peu perchées. Elles commencent à me parler de numérologie. Elles me demandent, ok, t'es né quand? Enfin, t'as quel âge? Voilà. Et là, elles commencent à me détailler exactement mois après mois tout ce qui allait se passer dans ma vie perso et professionnelle. Un an après, je regarde tout ce qui s'est passé, ça s'est vraiment passé. Genre de A à Z, tout ce qu'elle m'a décrit, ça s'est réellement passé. Et là, je me suis, genre, prise de conscience, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Genre, il y a l'univers qui est avec moi, ou qui est avec elle, et qui m'a révélé la vraie vérité, tu vois. Et,
Et donc, on faisait ce truc de numérologie. Et là, elle commence à me dire que cette année 2025, ça allait être une introspection sur moi, que j'allais plus m'ouvrir niveau spiritualité. Et donc, c'est peut-être pour justement chercher son pourquoi. Chercher pourquoi je travaille tous les jours, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je mets autant d'intensité, qu'est-ce qui me passionne par là. C'est Pour l'instant, intéressant. c'est pas un pourquoi que j'ai trouvé à l'heure actuelle, mais je pense que c'est une quête, c'est un processus, et moi je suis dans le truc où en mode je me dis tous les jours j'évolue, tous les jours je deviens une meilleure personne, et c'est ça qui me fait apprécier en fait le processus. Parce que tu regardes avant qu'on s'associe avec William, j'étais pas du tout le même mec. Aujourd'hui, en fait, j'évolue extrêmement vite et je suis reconnaissant à mort de ça. Et je veux juste que ça continue. Et je me poserai la question une fois que je ressentirai un espèce de vide, tu vois, à l'intérieur que je ne ressens pas aujourd'hui. Peut-être que l'an prochain, ça arrivera. Et dans ce cas-là, il y a tout un processus de recherche. Tu peux te faire accompagner, tu peux utiliser des méthodes qui te paraissent pour toi complètement, tu vois, hors croyance de ton monde. Mais voilà, faut être ouvert à tout et c'est ma réponse, les gars. C'est bien. Et toi, Donc la William? réponse c'est pour l'instant on continue quoi. Bah, c'est Moi normal. Exactement. Il a raison, en vrai, ça, pour ça dépend l'instant, vraiment. C'est un truc très personnel, tu vois, au final. Comme on se le dit depuis hmm, tout à l'heure. honnêtement c'est une question qui mérite d'être posée et je pense que selon la phase de vie où on te la pose, ta réponse elle diffère. Parce que c'est très Exactement. lié aux saisons que tu es en train de vivre. Euh, Là, je pense que quand on est encore des hommes jeunes, autour de la trentaine, on est dans la phase de la conquête. Donc on cherche à se conquérir soi-même, on cherche à conquérir le monde. Donc l'attrait pour aller exploser les performances, tu vois, est beaucoup plus fort que celui de la retraite, entre guillemets, qu'on imagine plus pour la phase suivante. Si Grave. tu me poses cette question à 50 piges, potentiellement, je vais te dire, j'en ai plus rien à foutre. Tu me files mes 30-40K par mois. Peut-être que mon lifestyle sera pas le même que si j'en gagne autant. Mais là, ce qui est plus important pour moi, c'est de voir mes enfants, voir peut-être même mes petits-enfants grandir, tu vois. C'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux aujourd'hui. Tout le reste, je me suis rendu compte que c'était que de la superficialité et des petits bonus. Ça m'a permis de vivre des choses intéressantes, rencontrer des gens cool. Mais tu vois, à l'heure actuelle, je reviens aux fondamentaux. Mais tu me poses cette question aujourd'hui dans la phase de conquête de soi, conquête du monde. T'as envie de laisser ton empreinte, t'as envie de faire un truc exceptionnel et même si tu vois, enfin, faire 20-30K par mois, c'est déjà, tu te distingues, t'es dans le top 1%. Mais tu vois, le monde ne suffit pas, tu vois, pour reprendre un titre d'un film Ouais. de James Bond. Tu vois. Et je pense que dans cette saison-là, j'ai plus envie de voir où est-ce que je peux pousser la machine, qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire. Et pas rester dans l'expectative de genre, j'ai eu mention bien, tu vois, enfin, j'ai eu mention good enough, alors que j'aurais pu être vraiment, entre guillemets, exceptionnel. Donc je pense qu'il y a cette recherche de potentiel et cette volonté de l'exploiter à fond pour ensuite, une fois que tu as atteint le pic performance, tu vois, une fois que t'as tapé la médaille d'or au JO, entre guillemets, tu vois, ou les médailles d'or potentiellement, tu peux prendre ta retraite. Mais tu vas pas te contenter de juste avoir participé au JO. Ouais. Je Tu suis vois, et assez je pense d'accord. que dans cette saison, tu vois, c'est la saison de la conquête. Et c'est de la saison où tu as encore ta santé qui est au top, qui peut te permettre d'aller chercher ça. Et c'est pas à 45 ans, 50 ans que je vais commencer à me poser la question d'aller exploiter le maximum de ma performance possible. Je pense que tu Ouais. vois, dans la courbe là, je pense que j'ai encore 5-10 ans où je peux vraiment chercher à tout péter et après, on redescend Après, tranquille. flemme. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Après 40 piges, flemme, frère. Si tu peux profiter plutôt de tout ce que t'as Mais construit, c'est grave. là ça devient intéressant. Ah, mais grave. Grave, grave. Donc, ouais, un peu dans cette logique-là de grind pour l'instant. Et voilà, tant que la santé suit, que tout va bien, let's go, on y va, tu vois. C'est Et là, c'est intéressant. intéressant. Il y a un mec ici qui a fait une conférence là, donc là, dans le chalet à Megève, là où on est avec quelques entrepreneurs, qui est grave dans cette notion de l'énéagramme, tout ça. Il a grave poncé le sujet. Il m'a passé ses notes et je suis en train justement de lire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évalue tes motivations profondes, en fait. Et selon le type que t'es, si t'es un type 1, 2, 3, 4, 5, je crois que ça va jusqu'à 8 ou 9. Faudrait que je les étudie tous. Ce qui te caractérise, c'est pas forcément les actions que tu fais, c'est pourquoi tu fais ces actions-là. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir une action, style, je peux te prendre un exemple à la con. Tu peux très bien tuer un mec parce que t'es un pur psychopathe ou pour protéger ta famille. L'action est la même, la motivation qui a mené à l'action est différente. Et on se caractérise plus par la motivation qui nous fait agir et par les actions qui en enfin,
on se caractérise plus par ce qui motive nos actions que par nos actions en elles-mêmes. Car en faisant certaines actions et en ayant des motivations qui sont différentes, tu peux, enfin, tu t'articules pas de la même façon tout simplement et t'es pas la même personne. Ouais. Moi, je suis chaud que tu m'envoies le truc sur WhatsApp. Franchement, Ouais, je vais t'envoyer ça, mec. C'est grave même moi, je intéressant. suis chaud. Même si mon why, je l'ai trouvé parce que j'ai fait des enfants, en fait. Hmm. Ouais, je pense que Mais ce qui est ça fait intéressant, c'est changer que l'état d'esprit. Enfin, ça m'a ouais, mais parce transcendé, que là, tu as quoi. le why qui est par rapport à tes enfants. Mais en fait, dans tes comportements, tu vas voir qu'est-ce qui motive tes comportements. Ah, je sais Est-ce que déjà. ouais, mais alors peut-être que tu as une vision très claire de ce qui te motive, mais peut-être que tu vois, il y a des nuances que t'as pas envisagées. Et moi, Ça, je suis c'est dans sûr, je cette, les ai pas. Je suis grave chaud de lire ton truc. ouais, ouais, franchement, c'est grave intéressant. J'ai pas tout lu encore, donc je peux pas en parler, tu vois, en mode je maîtrise Ok. le sujet et je suis expert, mais je suis en mode je vous en parle, j'ai commencé à m'y intéresser et je trouve qu'il y a vraiment des choses à aller chercher. Parce que vous avez sûrement déjà fait, tu sais, les tests, le MBTI, les trucs comme ça, est-ce que t'es ENFP, ENTP, tout ça, donc ça te donne une certaine grille de lecture. Mais le problème de ces tests-là, c'est que c'est des tests qui sont assez, enfin, NTJ. c'est des tests qu'il faut, ouais, c'est des tests qu'il faut croiser avec d'autres tests, je pense, pour, tu vois, avoir une vision de qui tu es. Et, Exactement. et il y a une autre notion aussi, tu vois, j'adore cette citation, qui est dans les notes de mon pote d'ailleurs, c'est la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, ça veut dire que même si, tu vois, Non, même si tu regardes le test et tu penses identifier une certaine chose, c'est pas parce que tu t'es dit, ah, je suis cette personne-là que t'es absolument à fond dans cette petite case qu'on a créée, tu vois, t'es plus complexe que ça. Tu peux avoir vraiment une grille de lecture et te dire, ok, je commence à comprendre certaines nuances de qui je suis, mais c'est pas parce que je pense être un type 8 que je dois me Personne se conformer à la vision connaît. de ce qu'est un type 8, tu vois. Tu te connais pas Ouais, tant que t'as pas été confronté à tes limites. Et déjà, personne se connaît vraiment. Vraiment, déjà, essayer de vivre en ayant faim, c'est une bonne première chose pour comprendre qui t'es vraiment dans les situations obscures. Première ouais, chose. Mais après, il y a la limite extrême aussi. C'est quand t'as tout, qui tu deviens. Comment tu te comportes? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change des choses ou pas? Et après, il y a plein d'autres choses, genre dans des situations extrêmes. En fait, moi, j'aime bien ce truc-là d'aller chercher le plus, tu vois. Le comment tu te comportes quand mm, c'est pas dans un truc improbable. C'est là où tu apprends à te connaître, tu vois, parce que c'est pas dans les trucs habituels qu'on arrive à se dire, voilà qui je suis en fait. C'est ce que tu penses que t'es, mais tu sais pas vraiment ce que t'es de toute façon encore. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce c'est qui est trop bien. intéressant aussi, Un humain, c'est comme un livre. T'as parlé de grille de lecture, je pense que bah, plus ça vieillit et plus ça se lit différemment. yes. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que souvent on a une projection de notre ego, c'est-à-dire que quand tu vas faire les tests aussi, genre sur l'énéagramme ou sur d'autres trucs, tu vas répondre pas forcément ce que tu es, mais ce que tu aimerais être ou ce que tu penses être, tu vois. Donc des fois, il y a un glissement entre comment tu penses être toi-même versus comment tu es perçu de l'extérieur. Et une très bonne façon de faire ces tests-là, c'est surtout bah, quand tu as une femme qui te connaît très bien, comme c'est le cas pour tous les deux, c'est que tu fais le test toi, et après tu demandes à ta femme, fais le test en le remplissant comme si c'était moi que tu Comme décrivais, si au lieu de le j'étais faire pour toi. toi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Et comme ça te permet d'avoir, tu je vois, suis d'accord. t'auras une bonne direction, je pense, et t'auras certaines altérations où tu vois, tu te dis, ah putain, en fait, moi je pense être comme ça, mais en fait, la femme qui me connaît le mieux au monde, elle me perçoit plutôt comme ça. Et souvent, tu vois, ça va te permettre d'ajuster et de mieux te connaître. Parce que tu vas Je suis retirer assez le masque de d'accord. ton propre ego lors de tes réponses. Franchement, dans ma femme, c'est grave ma psy, je partage à 100%. Eh, mec, Chaque c'est grand trop bien. homme, il y a une femme qui se cache derrière. Ça, c'est Ah, vrai C'est pour mais vrai. de tout le fou, monde. mec. Elle m'a grave influencé, hein, ma femme. J'avais pas honte de le dire. Franchement, elle m'a fait mettre un énorme coup de pied au cul. Ce qui est déjà une très bonne Exact. chose, parce que c'est quand même important. Je, Et je trouve que l'homme, il est elle quand m'a même challengé. assez autosuffisant par lui-même, quand même. On pourrait moins être challengé. Et même quand t'es moins Mhm. autosuffisant que la moyenne, bah après, ça te challenge encore plus. C'est trop bizarre. Mhm. Yes. Baptiste, on se demande ce que tu vas devenir, parce que déjà, t'es bien. T'es Ah, une Baptiste, faut pas pépite. oublier. Voilà. À son âge, mec, moi, ça me fait halluciner. Moi, Faut arrêter de ça me me fait jeter des halluciner. fleurs comme ça, les gars. Je vais rougir. Déjà, je suis rouge. Frère, on dit J'ai la pris un coup de vérité. soleil. Ouais, on dit la vérité. Ouais. C'est normal maintenant que tu piques des têtes le matin grâce à mon conseil. Ah, j'adore. Je te jure, j'adore. Je te jure, Ah, j'adore. je te jure, c'est la vie, gros. On- Non, mais hâte de voir ce qu'on va devenir dans les prochaines années. Parce que là, on En est plus, tous c'est sur ouf une parce bonne que je trouve que c'est trop trajectoire. bien là, notre podcast. En fait, on documente en même temps, tu vois. On se voit changer. Mec, mec, imagine à C'est 40 tellement ans, incroyable. quand justement on va être dans la phase de ralentissement, on va réécouter ça et on va voir la projection qu'on Démarre. avait faite et de se dire j'étais archi déter et tout. Et on dira, ah, tu savais pas ce qui t'attendait à l'époque, mon gars. Tu savais pas encore ce qu'on allait Exactement. vivre. Tu sais que moi, j'avais fait un Aïe. deal avec mon meilleur ami, qui a un énorme cabinet d'avocats maintenant. Félicitations à lui, tu vois, qui a fait une énorme fusion-acquisition. Bref, trop bien, tu vois.
Et à 20 ans, je lui ai dit que je serais directeur commercial dans un grand groupe. Je l'ai fait plus tôt, du coup. Et qu'après, bah, je serais entrepreneur, t'inquiète, successful ou rien. Mhm. Et lui il m'a dit, moi, t'inquiète, j'aurai un des plus gros cabinets. Franchement, ça va. On a tenu le deal. Et là, il Ah, m'a mais dit, vas-y, c'est faut qu'on ouf. reprenne un nouveau deal. Il me l'a dit la semaine dernière. Faut qu'on se fasse un Mais deal bien pour les sûr. 40 balais. Tu sais que ça, c'est hallucinant, le pouvoir un peu de la visualisation, tout ça. Ça fait un peu développement personnel bullshit, mais ça marche. Et je suis retombé Non, non, sur ça marche. une vieille page Notion où j'avais fait un petit peu ce travail de visualisation. Qui est-ce que je veux devenir? Qui je suis aujourd'hui et qui est-ce que je veux devenir, tu vois? Et genre, j'avais noté des adjectifs et tout. Qu'est-ce que ça veut dire être, genre, le document, bon, ça fait un peu pédant, hein, tu vois, j'avais marqué devenir William Wackett, tu vois. Genre, qui je suis aujourd'hui, je suis telle valeur, telle valeur, telle valeur, telle valeur, j'ai envie d'atteindre ça, 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 j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir ça, ça, ça. Et en fait, je reprends le truc et je regarde et ça faisait un moment, surtout quand ça fait un moment que tu l'avais pas vu, genre, ça, ce truc-là, ça faisait des années que je l'avais pas regardé. Et je regarde et genre, c'est sur des trucs donc personnels que j'ai pu accomplir, mais même sur des trucs un peu futiles, tu vois. Genre, j'avais dit, ouais, je m'achèterais telle montre, j'aurais telle bagnole, tout ça. Et ben là, je regarde dans mon poignet, je fais, mais putain, je me suis acheté cette putain de montre. Enfin, je me la suis pas acheté d'ailleurs, on me l'a offerte. Mais pour le En coup, fait, c'est du. j'ai En quand fait, même cette c'est putain de plus que montre. de la. La Parce que Porsche que plus je de. voulais, c'est pas exactement En celle vrai, que c'est je pas voulais, mais je me vraiment. suis acheté la Porsche, je me suis acheté une Porsche quand Mais même, moi, tu ce que vois. je trouve Il y a plein intéressant, de c'est que trucs. c'est de la visualisation, mais c'est surtout du conditionnement, tu vois. Et en vrai, tu te conditionnes à faire les choses que tu as envie d'atteindre. Ouais, tu te conditionnes. Moi, Oh putain, pareil, mec, j'ai je perdu la co. rêvais à 16 ans. À On 16 ans, ouais, t'entend, il William. y a un petit décalage. Mais à 16 ans, j'avais une photo d'une villa à Bali où je voulais faire 1 million pour un de mes clients. Et avant 25 ans, j'en ai 24, on a Bravo. fait 2,7 avec William sur juste en un an. Donc je trouve ça extra. Incroyable. Et c'est trop, en fait, c'est ouais, c'est trop fort. C'est, tu te conditionnes à devenir la personne qui va accomplir ses rêves. Ouais. Franchement, on doit finir là-dessus. C'était incroyable. On doit finir. On finit Tu là-dessus.